Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler un peu de cette leçon concernant les facteurs climatiques et leur rôle dans la biodiversité et la répartition des êtres vivants dans les différentes régions géographiques. Je vais essayer de parler des représentations graphiques, c'est-à-dire des graphes. En effet, la climatologie se base sur des données statistiques et sont donc étudiées et analysées par des graphes. Plusieurs graphes sont utilisés au point qu'il peut devenir quelquefois un peu difficile de savoir lequel est le plus approprié pour représenter les données. Il faut toujours connaître le type de graphe donné ou demandé dans les exercices. Et les devoirs, il faut savoir le paramètre à mettre sur l'axe des abscisses et le paramètre à mettre sur l'axe des ordonnées. Il faut savoir aussi comment l'analyser, de faire des déductions, etc. Voici les principaux graphes à connaître pour cette leçon. D'abord, le diagramme thermique. Il fait partie des graphes de la climatologie. Ensuite, le diagramme pluviométrique. Il concerne aussi la climatologie. Le diagramme endothermique, c'est toujours un graphe de climatologie. Puis le diagramme bioclimatique. C'est un graphe utilisé pour donc étudier l'effet ou bien l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants. La courbe de préférence thermique, même chose. Puis, le climatogramme, c'est un graphe utilisé pour étudier le climat, c'est-à-dire climatologie. Et enfin, le dernier graphe, c'est l'écoclimatogramme, étudié aussi, ou bien utilisé aussi pour connaître l'effet donc du climat sur la répartition des êtres vivants. Je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui des 4 premiers graphes. Les 4 premiers graphes. Et je vais consacrer donc la vidéo prochaine, la vidéo suivante, pour parler donc des 3 autres graphes qui restent. Place aujourd'hui donc au diagramme thermique et au diagramme pluviométrique. On porte toujours le paramètre qu'on cherche à étudier sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ici c'est la température et là c'est le volume des précipitations, et on porte sur l'axe des abscisses les mois de l'année. Alors voici comment on réalise ou bien on établit ces deux graphes. Je commence par l'axe des ordonnées avec le paramètre à étudier. Ici par exemple c'est la température. Ici c'est la moyenne mensuelle des températures, c'est-à-dire la moyenne de la température de chaque mois entre les maximales et les minimales. On gradue cet axe selon les valeurs thermiques qu'on a dans les données de l'exercice. Puis, je choisis sur l'axe des abscisses les mois de l'année. Voilà. Je vais donc symboliser ces mois par les initiales. J pour janvier, F pour février, M pour mars, etc. jusqu'à D pour décembre. Puis, on établit une courbe qui correspond donc à la liaison entre les points. Chaque point concerne l'intersection de la projection verticale du mois et la projection horizontale de la valeur thermique. J'obtiens une courbe comme ça par exemple. Ici, c'est une courbe caractéristique du climat méditerranéen où les hautes températures sont enregistrées en plein été et les basses températures sont généralement enregistrées pendant les mois de l'hiver. C'est le diagramme thermique. Je passe au deuxième graphe maintenant. Donc, je porte sur l'axe des ordonnées le paramètre précipitation, symbolisé ici par P. L'unité, c'est le millimètre. Je vais le graduer aussi selon les valeurs que j'ai dans les données de l'exercice. Et toujours, l'axe des abscisses concerne toujours les mois de l'année, symbolisés de la même façon par leurs initiales. Je réalise la courbe correspondante. J'ai généralement une courbe de cette allure qui caractérise le climat méditerranéen. Donc les valeurs plus grandes de précipitations sont enregistrées dans les mois de l'hiver, alors que la période sèche est généralement enregistrée pendant les mois de l'été. Alors ici, c'est le diagramme pluviométrique. On peut aussi établir un diagramme
pluviométriques sont avec d'autres façons. Par exemple, en utilisant un histogramme. Donc toujours, j'ai les deux axes. Le paramètre à étudier, c'est les précipitations en millimètres en fonction du mois de l'année. Donc, au lieu de mettre des points correspondant à chaque mois, je vais utiliser des rectangles pour obtenir un histogramme. Regardez par exemple ici, le premier rectangle qui correspond au mois de janvier, le deuxième rectangle pour février, mars, avril, mai, etc. Voilà. Regardez donc, les rectangles deviennent de plus en plus petits. Puis, ils augmentent de nouveau jusqu'au mois de décembre. C'est le dernier mois de l'année. Donc, je peux aussi réaliser ici une courbe en reliant les milieux des faces supérieures de ces rectangles pour obtenir une courbe dite courbe pluviométrique, alors que le graphe, donc, c'est toujours le diagramme pluviométrique. Mais ces deux graphes ne sont plus généralement utilisés séparément. On préfère actuellement de les incorporer tous les deux dans un même graphe appelé diagramme ombrothermique. Alors, comment est-ce qu'on réalise ce diagramme? Diagramme ombrothermique. Puisqu'il y a deux paramètres à étudier, donc on aura besoin pas d'un seul axe, mais de deux axes d'ordonnée. Et avec un troisième axe qui va représenter les mois de l'année. Regardez. Donc le premier axe à gauche, je vais mettre le paramètre température, les moyennes thermiques mensuelles. Ici, j'aurai besoin d'un autre axe qui représente cette fois-ci les précipitations mensuelles. Je vais graduer la température selon une échelle que je vais choisir. Ici, par exemple, chaque graduation correspond à 5 degrés Celsius, de 5 jusqu'à 30. La même chose, je vais graduer aussi l'axe des précipitations. Ici, comme vous allez voir, je vais choisir une échelle qui sera le double de l'échelle choisie pour la température. Pour la valeur 5, je vais correspondre à 10. Pour la valeur 10, je vais correspondre à 20. Puis, je trace l'axe des abscisses sur lequel je vais donc mentionner les 12 mois de l'année, depuis janvier jusqu'à décembre. Alors, après, je réalise donc la courbe qui correspond à la température en utilisant l'échelle thermique. J'obtiens par exemple cette courbe, toujours des températures plus basses pendant l'hiver et des températures plus hautes pendant l'été. Et je réalise en même temps et sur le même graphe la courbe correspondant aux précipitations, toujours donc dans un climat méditerranéen, des hautes précipitations pendant l'hiver et des basses précipitations, de faibles précipitations pendant l'été. Alors, ce diagramme appelé donc le diagramme ombrothermique est un graphe qui permet de visualiser les relations entre la pluviométrie et la température d'une région au cours d'une année. Il est principalement utilisé en climatologie ou en géographie pour analyser le climat d'une région et identifier les périodes de sécheresse. On voit que ces deux courbes se rencontrent en deux points. Voici ici le premier point, ici le deuxième point. Dans cette tranche de diagramme, on voit que c'est la courbe des précipitations qui surclasse la courbe des températures. Donc, faible température, importante précipitation. On appelle cette zone, cette tranche, cette phase, on l'appelle phase humide ou bien période humide. Alors que cette deuxième phase, cette deuxième période, on voit que c'est la température qui est la plus haute et des faibles précipitations. Une aridité accentuée, donc on appelle cette phase ou bien période sèche ou bien période aride. Ici, c'est la même que la période humide à gauche, c'est aussi une période humide. Donc toujours après la réalisation de ce diagramme ombrothermique, il faut l'analyser et il faut chercher aussi une déduction à faire. On peut toujours comparer par exemple pour une région donnée la période humide avec la période sèche. On peut citer aussi les mois qui sont les plus chauds, ici les mois qui sont les moins chauds,
les mois qui sont les plus pluvieux, les mois qui sont les moins pluvieux, etc. On peut aussi superposer plusieurs diagrammes endothermiques dans la même région, mais au cours de plusieurs années, pour voir comment change le climat de cette région. On peut mettre ainsi en évidence un changement climatique, une tendance vers une sécheresse par exemple, ou bien une tendance vers une humidité progressive, etc. Maintenant, je passe au graphe suivant. C'est le diagramme bioclimatique. Ce climatogramme diffère des premiers car cette fois-ci, c'est un graphe prêt à utiliser. Il est établi par un climatologue français, Amberger, et on ne demandera jamais dans l'exercice de réaliser ce diagramme, mais on nous demande de l'utiliser pour faire des analyses ou bien des déductions concernant le climat de certaines régions, surtout dans le bassin méditerranéen. Voici comment Amberger a réalisé son diagramme bioclimatique. Amberger a étudié le climat méditerranéen. Il est caractérisé par des variations importantes au cours des saisons. Il y a donc une saison humide et froide au cours de l'hiver, pendant l'hiver, et on a aussi une saison caractérisée par une sécheresse et une chaleur pendant l'été. Il observa que ces variations sont encore plus poussées en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Puis, il se focalisa surtout sur le climat du Maroc, où il observa des changements des facteurs climatiques, des variations climatiques en fonction de plusieurs caractéristiques, de plusieurs paramètres, comme la latitude, la continentalité, les reliefs. Donc la latitude du nord vers le sud, la continentalité, degré de rapprochement de la mer, puis et l'altitude. Il observa aussi qu'il y a une nette variation de la biodiversité qui accompagne ces variations climatiques, surtout concernant la flore des végétaux. Donc il y a une influence sur la répartition des végétaux. Ça veut dire que ces végétaux vont être un indice du climat d'une région donnée. Il chercha alors à trouver une formule qui peut combiner les paramètres climatiques importants qui influent sur le type de végétation et qui permet aussi de subdiviser le climat méditerranéen, le climat de la région étudiée, en domaines qu'il va appeler des étages bioclimatiques. Étages bioclimatiques d'Amberger. Donc, dans le préfixe bio, on reconnaît donc la flore surtout et aussi la faune. Et aussi, il y a le climat. Cette formule établie par Amberger s'appelle le quotient pluviométrique d'Amberger. Il est symbolisé par la lettre Q, Q majuscule. Il a pu établir cette formule à partir des paramètres importants du climat, comme les précipitations, c'est-à-dire le volume des précipitations annuelles, la moyenne thermique annuelle, et puis l'écart thermique annuel aussi. On va parler tout à l'heure donc de M majuscule. C'est la moyenne thermique des températures maximales du mois le plus chaud de l'année. Et M minuscule, c'est la moyenne des températures minimales du mois le plus froid de l'année. Ici, c'est l'écart thermique de l'année. Ici, c'est les précipitations. Voici la formule établie par Amberger, la formule du quotient pluviométrique. Q est égal. Donc, PA, ce sont précipitations annuelles, volume de précipitations annuelles, sur grand M plus petit m divisé par 2, c'est la moyenne thermique annuelle, multiplié par l'écart thermique annuel. Donc, ce sont les trois paramètres importants du climat. Volume de précipitation, moyenne de la température, écart thermique. Et on multiplie tout ça par coefficient de 1000, qui est donc le quotient pluviométrique d'Amberger, PA, c'est le volume des précipitations annuelles en millimètres, grand M, moyenne des températures maximales du mois le plus chaud, petit m, moyenne des températures minimales du mois le plus froid de l'année,
Grand M plus petit m sur 2, c'est la moyenne annuelle des températures. Puis, grand M moins petit m, c'est l'amplitude ou bien l'écart thermique. Alors, grand M et petit m doivent être en degrés Kelvin et pas en degrés Celsius. Voilà la méthode de conversion. 1 degré Kelvin est égal à 1 degré Celsius plus 273. C'est-à-dire que dans les exercices, la température donnée en degrés Celsius, il suffit d'ajouter la valeur de 173 pour obtenir la température en degrés Kelvin. Alors, comme remarque, donc, la multiplication par ce coefficient de 1000 permet donc d'avoir des valeurs un peu significatives de ce quotient pluviométrique, au lieu donc d'obtenir des très petites valeurs non significatives qu'on ne peut pas donc interpréter. Je passe maintenant pour donner un exemple. Voici des données climatiques concernant une station étudiée au Maroc, données climatiques de la station Kénitra au Maroc. Alors, pour cette ville, on a la moyenne des températures maximales en été, c'est 31,6 degrés Celsius. La moyenne de température minimale en hiver pour le mois le plus froid, c'est 4,8 degrés Celsius. Et le volume cumulé des précipitations pendant une année, la moyenne, c'est 608,4 mm. Calculez ce quotient. Voilà donc Q est égal. Avant de calculer, donc, je dois convertir ces températures centigrades en température en degrés Kelvin. On ajoute chaque fois 273. 31,6 plus 273, ça donne 304,6 degrés Kelvin. Pour petit m, 4,8 plus 273 donne 277,8 degrés Kelvin. Donc je reviens ici. Donc je mets au numérateur 1000 multiplié par 608,4 et au dénominateur 304,6 plus 270,8, je divise par 2, multiplié par 304,6 moins 277,8. J'obtiens le résultat final, 77,9, donc c'est le quotient pluviométrique d'Amberger de la ville de Kénitra au Maroc. Intérêt du quotient pluviométrique Q d'Amberger. Eh bien, Amberger a utilisé ce coefficient pluviométrique pour établir son diagramme bioclimatique. Donc, il a choisi de mettre, ou bien de porter sur l'axe des ordonnées, ce coefficient pluviométrique Q. Il va le graduer de 0 jusqu'à des valeurs qui avoisinent les 200, les 220, les 240. Et puis, il a choisi pour l'axe des abscisses la température minimale, c'est-à-dire la moyenne des températures minimales de mois le plus froid, c'est-à-dire petit m. Il va graduer ici en commençant par des valeurs négatives au-dessous de 0, puis 0, jusqu'à la valeur 7. Puis, il a divisé cet axe des températures minimales en 4 domaines. Donc, la première limite se situe au niveau de la température 0, une autre au niveau de la température 3 degrés Celsius, une autre au niveau de la température 7 degrés Celsius. Et voilà, j'obtiens donc 4 domaines. Voici le premier domaine avec des températures négatives. Deuxième domaine compris, où la température est comprise entre 0 et 3. Troisième domaine, où la température est comprise entre 3 et 7. Et puis le quatrième et le dernier domaine, où la température dépasse les 7 degrés Celsius. Voici comment Amberger a nommé ces domaines. Pour le premier ici, c'est un hiver très froid. Pour le deuxième, hiver froid. Troisième, hiver tempéré. Et enfin, ici, c'est un hiver chaud. Même chose, Amberger a divisé cet axe de la pluviométrie en 5 domaines cette fois-ci. Voici les limites de ces domaines. Voici la première limite, la deuxième limite, la troisième limite, la quatrième limite. Donc 5 domaines. Voici le premier domaine, deuxième domaine, troisième, quatrième et enfin le cinquième domaine. Alors donc ces lignes ou bien ces courbes sont un peu approximatives, mais c'est l'allure générale
du diagramme bioclimatique d'Amberger. Alors, laquelle de ces subdivisions est la plus humide? C'est celle-ci, où la pluviométrie est la plus grande. Amberger appela cette subdivision étage humide, suivi par l'étage subhumide. Puis la pluviométrie diminue maintenant, on obtient l'étage semi-aride, puis une faible pluviométrie donne un étage aride. Enfin, des pluviométries très faibles, c'est l'étage saharien. 5 étages, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc on a 5 subdivisions horizontales et on a 4 subdivisions verticales. C'est comme si j'ai 20 parties différentes, 20 cases différentes, chacune va porter donc un nom. Par exemple, si je veux nommer cette case, il s'agit donc de l'étage subhumide avec un hiver tempéré. Si je vais nommer cette subdivision, c'est l'étage humide avec l'hiver froid. Si je vais nommer celle-ci, donc c'est l'étage semi-aride à hiver froid. Ici, c'est l'étage subhumide à hiver très froid, ainsi de suite. Amberger a appliqué son diagramme bioclimatique pour plusieurs pays méditerranéens. Il a trouvé que c'est le Maroc qui est le pays où tous ces étages bioclimatiques sont représentés, depuis des régions humides à hiver très froid, les sommets du Moyen Atlas et du Rif, jusqu'aux régions les plus chaudes et les plus arides, les régions du sud appartenant donc à l'étage saharien. Alors, voilà comment on peut exploiter ce diagramme. Je reprends l'exemple de tout à l'heure concernant la ville de Kénitra au Maroc. On a trouvé que le quotient Q est égal à 70,9 et la température minimale du mois le plus froid est égale à 4,8 degrés Celsius. Alors je vais faire deux projections, une projection verticale à partir de l'axe de petit m, à partir de la valeur 4,8 degrés, c'est presque 5, c'est ici, et une autre projection horizontale cette fois-ci, à partir de la valeur 77,9 dans l'axe des ordonnées Q, donc c'est presque 80, c'est presque 80, c'est ici. Alors voici la première projection horizontale, voici l'autre projection verticale. Ils vont se rencontrer en un point, et ce point d'intersection, je vais mettre un point, et je vais le nommer Kénitra. Voici donc, j'ai représenté la ville de Kénitra dans le diagramme bioclimatique d'Amberger. Puis, je vais essayer de savoir donc quel est son étage climatique. Alors, Kénitra appartient à cette subdivision, c'est-à-dire à l'étage semi-aride, et à hiver tempéré, étage semi-aride à hiver tempéré. Voilà donc l'intérêt de ce diagramme bioclimatique d'Amberger. On peut positionner la région étudiée sur ce diagramme pour connaître son étage bioclimatique, et comme ça, on peut avoir une idée sur la couverture végétale qui peut être acclimatée à cette région. Voici un exemple sous forme d'un exercice. Des études faites sur une espèce de thuya au Maroc ont permis de délimiter son aire de répartition. Le document suivant représente le diagramme bioclimatique d'Amberger sur lequel on a représenté l'aire de répartition de cette espèce. Le tableau suivant donne certains paramètres climatiques de 3 stations de le même pays. Voici les 3 stations: Ifrane, Taroudant, Settat, avec des températures maximales respectivement de 30,6, 36,5 et 33,7, et des températures minimales 0,1 degré Celsius, 5,1, 4,1 degré Celsius, et des précipitations variables. Regardez, à Ifrane, on a 1105,2 mm, à Taroudant, on a 249,4 mm, et puis à Settat, on a 372,9 mm. La question: en utilisant le diagramme bioclimatique d'Amberger, précisez si cette espèce végétale peut tolérer ces stations, c'est-à-dire le thuya, est-ce qu'elle peut pousser sur ces 3 régions. Passons à la correction. Ici, je représente l'aire de répartition
d'une espèce végétale de Thuya. On nous demande si cette espèce peut tolérer le climat qui règne dans ces trois régions. Alors comment faut-il faire? Il faut positionner ces trois villes sur ce diagramme bioclimatique d'Amberger et voir si elles vont être incluses dans le domaine du Thuya. Déjà, pour notre exemple de la ville de Kénétra, on voit nettement ici que cette région est hors de son domaine de répartition de Thuya. Donc on peut dire que le climat de la ville de Kénétra n'est pas convenable à cette espèce végétale de Thuya. Donc il nous faut tout d'abord calculer le quotient pluviométrique de ces trois villes avant de les positionner sur ce diagramme d'Amberger. Voici la formule pour le calcul du quotient pluviométrique d'Amberger, on l'a déjà vu tout à l'heure. Voici donc le tableau des données climatiques de ces trois régions. Les températures sont données en degrés Celsius et les précipitations sont données en millimètres. Donc première chose, il faut d'abord convertir les températures degrés Celsius en degrés Kelvin. Je commence par donc ajouter la valeur de 173 à 30,6, j'obtiens 303,6. Même chose ici, j'ajoute 273, j'obtiens 273,1. Je fais la même chose pour les deux autres villes. J'ajoute 273 ici, j'obtiens 309,5. Ici, j'obtiens 278,1. Enfin, pour Stat, j'obtiens 306,7. Et là, j'obtiens 277,1. Alors, pour Ifrane, j'applique la formule pluviométrique, ou bien le quotient pluviométrique d'Amberger. Donc, je multiplie 1105,2 par 1000. Je divise par la somme de ces deux températures divisées par 2. Et puis, multiplié par l'écart thermique. J'obtiens une valeur de 125,66. J'applique la même formule pour la deuxième station et je vais obtenir 27,03. C'est nettement plus faible. J'applique pour la ville de Stade et j'obtiens 43,15. Maintenant, je vais représenter chaque station sur le diagramme bioclimatique d'Amberger en faisant des projections verticales et horizontales. Regardez. Je commence donc par cette région, cette station d'Ifrane. Donc, sa température minimale, c'est 0,1. Elle va être située presque à côté de l'axe 0. Et puis, le quotient pluviométrique, c'est 125,66. C'est ici presque. Donc, c'est entre 120 et 130. Je vais mettre le point ici. Je vais le nommer Ifrane. Puis, je vais passer à la deuxième ville. Il a une température minimale de 5,1. 5,1, c'est presque à côté de 5. C'est ici. Puis 27,03 comme quotient pluviométrique. 27,03, c'est ici. C'est à côté de 30. Ça doit être donc ces environs. Voilà, c'est arrondante. Enfin, je passe à cette date avec une température minimale de 4,1, donc c'est presque 4, donc c'est sur cet axe, et 43,15 comme quotient. 43,15, c'est presque ici, c'est juste au-dessus de 40, c'est ici. Je vais mettre donc ce point ici, je vais le nommer septate. On voit déjà donc que cet arbre, limité ici par son aire de répartition, ne peut pousser que dans des régions où le climat est préférentiellement semi-aride ici, ou bien aride, semi-aride ou bien aride, avec un hiver tempéré. Donc, il ne peut pas tolérer un climat plus humide, ou bien plus froid, ou bien plus
chaud et plus aride. La station d'Ifrane correspond à un étage humide à hiver froid. Elle ne figure donc pas dans le domaine de Thuya. Son climat n'est donc pas convenable à cette plante. Alors que les deux stations Stat et Tarodant, Stat se situent dans un étage semi-aride à hiver tempéré, Tarodant se situe dans l'étage aride à hiver tempéré, donc leur de climat est convenable pour cette plante de Thuya.